On vous remercie tous chaleureusement d'être là parmi nous. Donc aujourd'hui, on va commencer ce troisième petit déjeuner de la recherche en écoutant Aaron Arnold pour une intervention intitulée Ma voix, mon choix. Un grand merci à lui d'être avec nous aujourd'hui. Aaron est chercheur spécialisé en sociophonétique, en sociolinguistique et en anthropologie linguistique. Il s'intéresse aux liens entre voix, genre, sexualité, ainsi qu'à la manière dont des méthodes quantitatives et expérimentales peuvent être articulées avec des méthodes qualitatives et ethnographiques pour appréhender plus globalement et holistiquement certaines questions de recherche. Excusez-moi, j'étais en loop avec la Web TV. Alors, Aaron s'est formé en sciences du langage à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son doctorat en décembre 2015 pour une thèse intitulée La voix genrée entre idéologie et pratique, une étude sociophonétique. C'était un travail transdisciplinaire qui portait d'une part sur les pratiques vocales utilisées par des locutrices, des locuteurs pour rendre intelligibles leurs identités de genre et d'autre part sur la manière dont la voix est influencée par une idéologie de genre binaire en même temps qu'elle contribue à reproduire celle-ci. Alors, de 2017 à 2019, Aaron a été chercheur postdoc à l'Université catholique de Louvain. Il a mené une étude sur la séduction vocale. Cette étude portait sur les pratiques vocales mobilisées dans des contextes de séduction, sur la manière dont ces pratiques sont perçues, comment elles participent à la construction des féminités et des masculinités, ainsi que les dynamiques de genre inhérentes à la séduction. Alors, actuellement, Aaron est collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain et il continue ses travaux sur la séduction vocale. Merci Aaron. La parole est à vous. Très bien, merci beaucoup. J'espère que tout marchera. C'est la première fois que je fais une intervention sur Zoom, voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices de m'avoir invité pour faire cette présentation et donc aussi toutes les personnes connectées si matinalement. Je vais lancer mon PowerPoint. On voit le PowerPoint comme il faut. Ouais, parfait. Voilà, donc cette présentation va s'articuler autour de 4 points, les 4 points suivants. Donc, je vais commencer par parler de l'indexicalité de la voix, expliquer que la voix peut indexer tout un ensemble de choses. Ensuite, en deuxième point, je vais parler de la manière dont la voix peut renforcer l'idéologie de genre binaire et en même temps être influencée par cette idéologie de genre binaire. Et troisièmement, je vais parler du rôle de la voix dans le passing trans, transgenre, transsexuel. Et en quatrième partie, je vais expliquer comment la voix peut permettre de défaire le genre, comment la voix peut participer à créer des identités autres que les identités femmes ou hommes. Donc la première partie porte sur l'indexicalité de la voix. Donc je vais commencer par vous montrer 2 versions d'une même publicité. Il s'agit de la publicité pour le parfum Lolo de la marque Cacharel. Donc voici la version qui a été diffusée en France, que vous connaissez peut-être. Oui, c'est moi. Et voici une deuxième version, une version qui a été diffusée au Québec, que vous connaissez peut-être pas. Donc, je vais vous la montrer. Lolo. Oui, c'est moi. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les voix des deux loulous sont assez différentes. La loulou québécoise a une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus
soufflée que la loulou française. La voix soufflée, c'est quand il y a beaucoup de souffle qui passe quand on parle. Par exemple, quand je dis bonjour, c'est une voix soufflée. Voilà. Donc, et cette différence de voix peut générer des catégorisations des deux personnages très différentes. J'avais fait écouter ces deux versions à mes étudiants et je leur ai demandé d'expliquer comment ils voyaient les deux loulous. Et effectivement, ils les voyaient de manière assez différente. Ils décrivaient la loulou française comme timide, réservée et douce, et alors que la loulou québécoise, il la décrivait comme plus sensuelle, voire un peu aguicheuse et séductrice. Donc, à travers ces exemples, on peut voir que la voix va communiquer tout un ensemble d'informations sur les locuteurs. Et c'est donc pour cette raison que la voix peut être envisagée comme une ressource sociale. En tout cas, c'est la manière dont est envisagée la voix en sociophonétique. Donc, la voix va devenir une ressource qui va indexer tout un ensemble de choses. Par exemple, elle va indexer des émotions, des attitudes ou encore des postures. Par exemple, notre voix permet de montrer qu'on est joyeux, qu'on est triste. Elle permet aussi d'indexer, par exemple, une posture autoritaire ou différente. Ou encore, elle permet de montrer qu'une affirmation qu'on prononce est ironique ou l'est pas. Donc, voilà. Mais le pouvoir indexical de la voix ne va pas se limiter à ça. La voix permet également d'indexer directement, indirectement, des identités, comme des identités de genre, de sexualité, de race ou de classe sociale. Voilà, et donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment la voix va indexer l'identité de genre. Donc, parmi les paramètres vocaux qui interviennent dans l'indexation de genre, on peut surtout citer la fréquence fondamentale et les fréquences de résonance. Il existe d'autres paramètres vocaux, mais on considère vraiment que ce sont ces deux paramètres-là qui jouent un rôle vraiment déterminant. Donc, je vais essayer d'expliquer sans devenir trop technique ce que sont la fréquence fondamentale et les fréquences de résonance. Donc, la fréquence fondamentale, qu'est-ce que c'est? La fréquence fondamentale, c'est le corrélat acoustique de la hauteur. Donc, c'est la fréquence fondamentale qui va déterminer si un son est perçu comme grave ou comme aigu. Donc, la fréquence fondamentale dépend en partie de la taille des plis vocaux. Les plis vocaux, c'est la même chose que les cordes vocales. Aujourd'hui, on utilise plus le terme plis vocaux. Donc, plus les plis vocaux sont grands, plus ils vont vibrer lentement. Et plus les plis vocaux vibrent lentement, plus la voix qui est produite va être perçue comme grave. Et c'est la raison pourquoi les hommes cisgenres ont généralement des voix plus graves que les femmes cisgenres parce qu'ils ont des plis vocaux plus grands. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence fondamentale ne dépend pas que de la taille des plis vocaux, mais elle dépend aussi des pratiques articulatoires. Les locuteurs, en jouant notamment sur la raideur des plis vocaux, en contractant différents muscles du larynx, peuvent abaisser ou augmenter la fréquence fondamentale. Je peux par exemple placer ma voix dans un registre aigu ou je peux par exemple la placer dans un registre beaucoup plus grave, rien qu'en contractant certains muscles du larynx. Et donc ce sont ces pratiques articulatoires qui permettent de faire ça. Donc, ce qui détermine la fréquence fondamentale, c'est l'anatomie, mais c'est aussi l'usage que l'on va faire de cette anatomie. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me semble en tout cas extrêmement important. Dans la voix, ce qui est anatomique et ce qui relève de la pratique sociale est vraiment inextricablement emmêlé.
Donc, pour vous donner un exemple, voici, vous avez un continuum que j'ai créé à travers la resynthèse d'une voix. Donc, ce que vous allez entendre, dans ce que vous allez entendre, rien ne va changer à part la fréquence fondamentale. Donc, la fréquence fondamentale va progressivement baisser et la voix va être perçue comme de plus en plus grave. Les peurs les plus anciennes sont les pires. 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 Donc c'est un des truismes de Jenny Holzer, peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu. Les peurs les plus anciennes sont les pires. Voilà. Ensuite, le deuxième paramètre dont j'ai parlé, celui des fréquences de résonance. Les fréquences de résonance sont le corrélat acoustique du timbre et déterminent la perception d'un son comme sombre ou clair. Et les fréquences de résonance dépendent de la forme du conduit vocal. Le conduit vocal, qu'est-ce que c'est? Le conduit vocal, c'est ce que vous voyez, je ne sais pas si on voit les mouvements de curseur. Ouais, si. Donc, le conduit vocal, c'est ce que vous voyez sur cette image, c'est le tube qui va du larynx jusqu'aux lèvres. Donc, c'est la partie là. Voilà. Et donc, plus le conduit vocal est grand, plus les fréquences de résonance produites vont être basses. Et là aussi, c'est la raison pour laquelle les hommes cisgenres produisent régulièrement des fréquences de résonance plus basses, parce qu'ils ont régulièrement des conduits vocaux plus volumineux que les femmes cisgenres. Mais on peut aussi modifier les fréquences de résonance à travers différentes pratiques articulatoires qui permettent de modifier donc la forme du conduit vocal. Donc, pour la fréquence fondamentale, il y a l'anatomie qui joue, mais aussi, pour les fréquences de résonance, il y a l'anatomie qui joue, mais il y a aussi la manière dont on utilise cette anatomie. Voilà, et voici un exemple pour les fréquences de résonance. Comme pour l'exemple précédent, rien ne change dans ce continuum à part les fréquences de résonance. Donc, les fréquences de résonance vont progressivement baisser et la voix va être perçue comme de plus en plus sombre. Les peurs les plus anciennes sont les pires. 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 Voilà. Donc, la différence entre fréquence de résonance et fréquence fondamentale n'est pas toujours claire. Donc, pour expliquer la différence entre les deux, j'utilise sur la comparaison avec des instruments musicaux. Donc, si on joue par exemple un ré, un la, un son sur un piano, on joue le même son sur un violon, on va avoir la même fréquence fondamentale, donc la même hauteur, mais ce qui va changer, c'est les fréquences de résonance, le timbre. Pourquoi cela? Parce que les caisses de résonance de ces deux instruments ont des tailles différentes. Et du coup, le son joué sur le piano va avoir un timbre beaucoup plus sombre que le même son joué sur le violon. Mais la hauteur va être la même. Et donc, les conduits vocaux des locuteurs vont jouer le même rôle que les caisses de résonance des instruments. Et c'est pour ça qu'on peut modifier le timbre en modifiant la forme du conduit vocal. Les peurs les plus... Et si on s'intéresse maintenant à la raison des différences vocales entre femmes et hommes, on peut tout d'abord mettre en avant des raisons anatomiques, comme je viens d'expliquer, mais comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, les fréquences fondamentales des hommes sont généralement plus basses que celles des femmes parce que les plis vocaux des hommes sont généralement plus massifs que ceux des femmes et les fréquences de résonance des hommes sont généralement plus basses parce que les hommes ont généralement des conduits vocaux plus longs que les hommes. Cependant, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des hommes qui ont des plis vocaux et des conduits vocaux qui est plus petits et qui produisent quand même des fréquences relativement basses. Et de même, il existe des femmes qui ont des grands plis vocaux et des grands plis et des grands conduits vocaux, mais qui produisent quand même des fréquences relativement élevées. Et comment est-ce que cela est possible? Parce que dans ces cas de figure-là,
interviennent les pratiques articulatoires qui permettent de modifier donc les fréquences de résonance, les fréquences fondamentales. Et donc, à travers ces pratiques, les locuteurs vont changer leur voix pour rendre leur voix conforme à des normes de genre. Et ces normes de genre sont celles qui vont dire que les voix des femmes doivent être plus aiguës et claires que les voix d'hommes. Et donc, l'importance de ces pratiques articulatoires a par exemple été montrée par des études comme celle de Traunmüller et Erickson. Traunmüller et Erickson ont fait une méta-analyse de différentes études sur la fréquence fondamentale et ils ont constaté qu'il existait des différences importantes entre les locuteurs appartenant à des communautés linguistiques différentes. Par exemple, ils ont montré que les femmes anglaises avaient des voix plus graves que les femmes allemandes et les hommes anglais des voix plus graves que les hommes chinois locuteurs du dialecte Wu. Et cette comparaison est très intéressante parce que les différences de fréquence fondamentale intercommunautaires, qui sont quand même relativement importantes, ne peuvent pas être uniquement dues à des différences anatomiques. Les hommes anglais n'ont pas un larynx 2 fois plus grand que les hommes chinois locuteurs du dialecte Wu. Et les femmes anglaises ne doivent pas être anatomiquement très, très différentes des femmes allemandes. Et cette étude a aussi montré que les écarts femmes-hommes variaient d'une communauté linguistique à l'autre. Par exemple, l'écart de fréquence fondamentale entre femmes et hommes allemands est relativement important, de 109 Hz, alors que celui entre femmes et hommes locuteurs du dialecte Wu est plutôt minime. Il ne serait que de 17 Hz. Donc c'est vraiment très petit, un écart très, très minime, quoi. Et donc, d'une part, cela montre que les voix ne sont pas uniquement déterminées par une anatomie sexuelle, mais qu'elles sont aussi le résultat de normes culturelles. Et d'autre part, cela montre que les communautés décident entre guillemets, décident de produire de la différence entre femmes et hommes de manière différente. Donc la plupart des communautés veulent distinguer entre femmes et hommes, mais ils ne vont pas forcément s'y prendre de la même manière, et les communautés vont choisir d'autres critères. Et voilà, du coup, le fait que chez les locuteurs du dialecte Wu, les femmes et les hommes parlent avec des hauteurs semblables, ça ne veut absolument pas dire que cette société est beaucoup plus égalitaire qu'une autre, plus paritaire qu'une autre. Peut-être que dans cette société, on va produire de la différence femmes-hommes par d'autres moyens, que ce soit à travers d'autres paramètres vocaux ou par le lexique, ou peut-être par d'autres choses comme des codes vestimentaires genrés très stricts. Voilà, je ne sais pas. Mais enfin, l'étude de Traunmüller et Erickson ne le dit pas. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les communautés font des choix différents sur la manière dont elles produisent de la différence entre femmes et hommes. Et l'un de ces choix peut être la fréquence fondamentale, de créer de la différence à travers des fréquences fondamentales différentes entre les hommes et les femmes. Et donc, ce que je viens d'expliquer pour la fréquence fondamentale vaut aussi pour les fréquences de résonance. Johnson, 2006, a montré cela en comparant les fréquences de résonance produites par des locuteurs appartenant à 17 communautés linguistiques. Il a découvert qu'en fonction de la langue, il y avait des différences significatives dans les écarts femmes-hommes. Et ensuite, des études comme celle de Perriot, de Ashniet ou Saxe-Lieberman et Erickson ont montré que des filles et garçons prépubères, donc des enfants qui ne présentent pas de différence significative au niveau de l'anatomie de leur appareil
phonatoire. Donc, que ces filles et garçons prépubères utilisent leurs articulateurs, donc leur langue, leurs lèvres, etc., pour reproduire, pour imiter des différences de fréquence de résonance que l'on retrouve entre hommes et femmes adultes. Donc, les enfants vont articulatoirement créer l'illusion de différences sexuées dans les conduits vocaux. Et alors qu'il n'y a pas de différence anatomique au niveau du larynx, au niveau des conduits vocaux, entre filles et garçons avant la puberté. Donc, ce qui va se passer, c'est que les filles élèvent leur fréquence de résonance pour produire l'illusion d'un conduit vocal plus petit. Et les garçons vont abaisser leur fréquence de résonance pour produire l'illusion d'un conduit vocal plus grand. Et voilà, alors, comme j'ai dit, il n'y a aucune raison anatomique pour que les filles et les garçons parlent différemment. Les filles et les garçons vont commencer à parler différemment normalement aux alentours de 4 ans. On dit que c'est à partir de 4 ans que les enfants commencent à intégrer les normes de genre et notamment aussi donc, les normes vocales de genre. Et ce que Sachs a remarqué aussi, c'est que des locuteurs adultes, par exemple des hommes avec des petits conduits vocaux ou des femmes avec des grands conduits vocaux, utilisent exactement les mêmes pratiques articulatoires que les enfants pour accentuer la féminité ou masculinité de leur voix. Ils font cela pour donc exagérer les traits sexués de leur appareil phonatoire. Donc, et concrètement, comment fait-on pour abaisser ou élever les fréquences de résonance? Pour les abaisser, on doit allonger son conduit vocal, par exemple à travers une protrusion des lèvres. Et pour élever les fréquences de résonance, on doit raccourcir son conduit vocal. Et la meilleure manière pour raccourcir son conduit vocal, c'est de sourire. Donc, voilà, on peut aussi faire le lien entre les normes vocales imposées aux femmes et l'injonction adresse aux femmes d'être toujours souriantes. Donc, dès l'enfance, les filles, pour produire des voix qui correspondent aux normes de genre, doivent raccourcir leur conduit vocal et la meilleure manière de faire, c'est de sourire. Donc, on voit les deux choses, comment ça s'articule l'une avec l'autre. Donc, en résumé, on peut dire que la voix peut être considérée comme un dispositif qui participe à la production de différences entre femmes et hommes. Les voix sont utilisées d'une part pour diminuer les différences au sein du groupe des femmes et celles au sein du groupe des hommes. Et d'autre part, les voix sont utilisées pour exagérer les différences entre le groupe des femmes et le groupe des hommes. Et de cette manière, la voix contribue à produire l'impression qu'il existe vraiment des frontières très, très nettes entre les deux groupes et que les femmes et les hommes sont très, très différents. Voilà. Et surtout, la voix renforce l'impression qu'il existe uniquement deux genres, deux sexes, et que ces deux genres de sexe sont vraiment homogènes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a plus de variations anatomiques à l'intérieur du groupe, à l'intérieur des deux groupes, qu'entre les deux groupes. Voilà. Et j'en viens à la troisième partie qui porte sur le passing trans. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la voix participe à maintenir l'idéologie de genre binaire. Et en même temps, cette idéologie va aussi influencer et normer les pratiques vocales des locuteurs. Et cela peut vraiment constituer un problème pour des locuteurs et des locutrices qui, à un moment de leur vie, choisissent de changer de genre et du coup de pratique vocale. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé avec des personnes trans
Le terme trans, je l'utilise pour de la même manière qu'il est utilisé dans la communauté trans pour ne pas surtout différencier entre personnes transsexuelles et transgenres si on veut faire cette différenciation. En tout cas, là, le terme trans est utilisé pour ne pas différencier. Et donc, les personnes trans avec qui je travaillais se définissaient majoritairement comme ou bien comme femmes ou comme hommes. Et ils étaient donc dans ce qu'on peut appeler une approche binaire du genre transbinaire, si on veut. Et voilà, l'objectif de ces personnes était donc de passer. Donc, l'objectif de ces personnes était donc de passer le mieux possible dans leur vie de tous les jours. Quand je dis passer, je fais référence à l'idée de passing. Le passing peut être défini comme le fait d'être perçu comme appartenant à une catégorie identitaire autre que celle assignée à la naissance, grâce à la mobilisation d'un ensemble de pratiques. Pour les personnes transbinaires, ça va être le fait d'être perçu comme une femme ou un homme, par exemple, à travers des manières de se vêtir, des manières de bouger, des manières de se coiffer. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était les manières de parler. Et donc, ce que mon travail de recherche m'a permis de remarquer, c'est que le non-passing de voix de certains locuteurs pouvait être motivé par des facteurs autres que une sorte de défaut de performance. Voilà. Donc, si les voix de certains locuteurs trans ne passaient pas, ce n'était pas forcément parce que ces locuteurs performaient mal la voix de femme ou la voix d'homme pour des raisons que je vais expliquer dans quelques instants. Donc, je vais vous faire écouter 2 extraits d'un entretien que j'ai mené avec Anna. Anna est une femme trans qui avait débuté sa transition 4 ans avant notre rencontre. Elle a expliqué lors de l'entretien qu'elle avait été suivie par un orthophoniste pour féminiser sa voix. Et cependant, elle expliquait aussi qu'elle ne souhaitait pas trop transformer sa voix, et cela pour plusieurs raisons. Donc, voici l'extrait. Mais quelque chose, c'est que la voix, c'est vraiment aussi fait partie de l'identité profonde. Et quelque part, trop transformer sa voix, ça peut être encore plus troublant pour l'entourage que même la transformation. Mais quelque chose, c'est que la voix, c'est vraiment aussi fait partie de l'identité profonde. Et quelque part, trop transformer sa voix, ça peut être encore plus troublant pour l'entourage que même la transformation. Même si... Je sais pas si... Même si je... Non, pardon. Mais quelque chose... Même si on me disait, tiens, on va t'opérer et ça va être réussi. Et tu vas avoir une voix changée, et qui est vraiment une voix de femme, tu vois, tout à fait, enfin bon, je ne sais pas quelle voix. Eh ben, je crois que je ne le ferai pas parce que j'aurais trop peur cette fois-ci de vraiment perturber les gens qui me connaissent. Voilà, donc Anna ne voulait pas trop transformer sa voix parce qu'elle considérait que la voix faisait partie d'une identité profonde. Et du coup, que cette voix ne doit pas totalement changer. Et ensuite, Anna a expliqué qu'elle ne voulait pas trop transformer sa voix, aussi par peur de troubler les personnes de son entourage. Et elle craignait qu'une modification trop importante de la voix soit plus troublante encore que un changement de son aspect physique. Même si je... Et voici un deuxième exemple. Il s'agit de l'entretien que j'ai mené avec Susanna. Susanna se définissait comme femme trans. Elle avait aussi débuté sa transition 4 ans avant notre rencontre.
Et donc, elle expliquait lors de notre entretien qu'elle ressentait une incompatibilité entre posture autoritaire et un certain type de voix féminine. Et donc, pour illustrer ses propos, elle donnait l'exemple de réunions de travail. Sur mon lieu de travail, par exemple, je sais pas comment l'exprimer. Il y a des mécanismes dont j'ai conscience, par exemple le fait de parler fort, de parler avec qui appuie une certaine autorité. Et du coup, dans certaines situations, en réunion ou quand il faut que je m'affirme, etc., là, je sais que j'ai un choix. Je sais que soit, ma foi, j'essaie de parler avec une voix que j'essaye d'avoir plus féminine, mais au risque de perdre de l'autorité ou de la crédibilité en tout cas. Soit j'utilise la voix que je connais et que j'ai appris à utiliser pour me faire respecter, etc. Soit j'utilise la voix que je connais et que j'ai appris à utiliser pour me faire respecter, etc. Que je ne qualifie pas forcément de masculine par essence, mais qui de fait, on en apprend à l'utiliser voilà, plus facilement quand on est des garçons, pour le coup. Du coup, même si je me définis pas comme effectivement male to women ou ce genre de choses, j'utilise pas une voix masculine, mais j'utilise des ficelles, des mécanismes. Des choses qui sont aussi associées à la voix masculine. Oui, qui sont socialement associées à une voix masculine, même si je ne les considère pas comme telles, parce que je considère qu'une femme a aussi le droit d'appuyer son autorité à certains moments. Voilà, donc Susanna expliquait que lors de réunions de travail, donc dans des contextes où elle doit s'engager dans des négociations et affirmer des points de vue, donc dans ces réunions de travail, il devenait problématique pour elle d'utiliser un certain type de voix féminine. Elle expliquait alors avoir recours à des différentes stratégies vocales socialement perçues comme masculines. Parmi ces stratégies, elle donnait comme exemple l'augmentation de l'intensité donc par l'effort. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Susanna refusait de qualifier cette voix qu'elle produisait dans ce type de contexte comme voix masculine. Elle disait estimer qu'une voix avait aussi le droit d'appuyer son autorité par la voix, sans que cela n'indexe une identité masculine. Voilà, donc Susanna proposait donc en quelque sorte de redéfinir ce qu'est la voix féminine, de redéfinir la voix féminine de manière à ce qu'elle puisse inclure des mécanismes qui indexent l'autorité. Voilà, donc les entretiens que j'ai menés m'ont permis de voir que la production d'une voix genrée n'est jamais un acte neutre. En plus d'indexer une identité de genre, une voix indexe toujours aussi certaines postures. Et donc, il peut y avoir un conflit entre les identités de genre et les postures qu'une personne souhaite indexer. Et c'est pour cette raison que certaines personnes trans ne souhaitent pas ou ne peuvent pas produire certains types de voix genrées. C'est pour cette raison qu'elles vont produire des voix qui ne correspondent pas, peut-être pas forcément aux représentations prototypiques ou stéréotypiques des voix de femmes ou des voix d'hommes. Voilà. Et qu'en est-il maintenant des personnes qui ne souhaitent pas être perçues comme femmes ou comme hommes? Parce qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ne se définissent pas comme femmes ou comme hommes, mais qui se définissent comme non-binaires. Donc, le terme non-binaire est devenu, au cours des dernières années, le terme un peu générique pour regrouper tout un ensemble d'identités, comme par exemple agenre, androgyne, genderqueer, female to unknown, male to unknown, etc. Et donc, ce que ces identités ont en commun, c'est qu'elles sont accomplies à travers des disjonctions
des deux schémas que l'idéologie de genre binaire constitue en norme. Donc, d'un côté, il y a le schéma homme masculin avec un corps sexuel mâle et une voix masculine. De l'autre, le schéma femme féminine avec un corps sexuel femelle et une voix féminine. Donc, pour construire ces identités non binaires, les personnes se combinent fréquemment des éléments d'un schéma avec des éléments de l'autre schéma. Et on va combiner des éléments associés à la féminité avec des éléments associés à la masculinité. Et donc, on peut se demander comment la voix peut participer à construire des identités non-binaires. Et en fait, il y a plusieurs stratégies. Une personne non-binaire peut, par exemple, combiner des pratiques corporelles, culturellement associées à un genre avec des pratiques vocales associées à un autre genre. On peut, par exemple, combiner des gestes, des façons de se mouvoir, de se coiffer, de se vêtir, culturellement associés à la féminité, avec des manières de parler qui sont associées à la masculinité. Et cela va donc créer cette disjonction. On va mélanger des éléments des deux schémas. Une autre stratégie serait, par exemple, d'alterner entre pratiques vocales associées à la féminité et pratiques vocales associées à la masculinité. C'est ce qu'a constaté par exemple Corwin en 2009, où voilà, il a dans cette étude ressort que beaucoup de personnes non binaires font exactement ça. Donc d'alterner entre par exemple, pardon, je reprends. C'est ce que Corwin a remarqué, que des personnes non binaires produisaient fréquemment alterner fréquemment des intonations stéréotypiquement associées à la féminité avec des intonations stéréotypiquement associées à la masculinité. Et voilà, une troisième stratégie serait de combiner des pratiques vocales associées à la féminité avec des pratiques vocales associées à la masculinité. Donc, on n'alterne pas, mais on combine. Par exemple, on combine une voix grave avec un timbre clair, ou encore une voix aiguë avec un timbre sombre. Et voilà. Et une dernière stratégie serait de combiner les trois stratégies évoquées précédemment. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y a très peu de travaux sur ces pratiques vocales des personnes non binaires, mais il y a un projet interuniversitaire qui est en cours qui s'appelle NoBIFO et qui va produire très certainement des résultats super intéressants. Et donc, pour conclure, donc, si on revient à la question ma voix, mon choix, la réponse va être un peu plus complexe qu'un simple oui ou un non. On a vu qu'il y avait différentes contraintes, des contraintes anatomiques, des contraintes normatives. Si on veut être perçu et reconnu en tant que femme, il faut parler d'une certaine manière, et de même si on veut être perçu et reconnu en tant qu'homme. On a vu qu'il y avait aussi des contraintes situationnelles, comme le fait de devoir parler d'une certaine manière pour adopter une posture spécifique, adaptée à telle situation. Voilà. Mais on a vu aussi que la voix peut aussi devenir un outil pour troubler le genre. Pour les personnes non binaires, par exemple, la voix peut être un moyen pour opérer cette disjonction des schémas genrés érigés en normes. Voilà, donc il y a des contraintes, mais il y a aussi tout un ensemble de libertés vocales à gagner en se défaisant de certaines normes de genre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aaron, pour cette présentation vraiment passionnante. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. J'en vois pas pour le moment, mais voilà, n'hésitez pas à intervenir là-dessus et ce sera l'occasion de poser les questions à Aaron.
est-ce que, Aaron, tu me permets de poser ma première question en attendant que les questions arrivent sur le fil de discussion? Ouais, désolée, je monopolise la parole. Est-ce que tu disais que c'était a priori qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches sur ces questions stratégiques. Est-ce que tu as remarqué aussi des combinaisons parce que tu disais qu'éventuellement ça pourrait être du lexique ou d'autres choses qui n'étaient pas directement en rapport avec la modulation de la voix. Est-ce que ça existe des études sur la stratégie entre utilisation de la voix et combinaison avec d'autres aspects linguistiques tels que le lexique, la syntaxe ou ce genre de choses? Là, tout de suite, il n'y en a pas qui me viennent en tête directement. Je sais qu'il y a des études qui traitent toujours un paramètre, mais là, par exemple, des combinaisons de comparer différentes communautés entre elles, je ne connais pas, mais je sais que, par exemple, il y a des communautés qui vont vraiment utiliser des lexiques différents ou utiliser des morphèmes vraiment féminins, masculins voilà, où on va parler vraiment de langage des femmes, langage des hommes, ce genre de choses. Mais j'ai pas d'auteur en tête. Ok. Alors, pendant que je parlais, il y a une pluie de questions pour toi. La première question, c'est, tu parles de travaux sur la séduction vocale. Est-ce que tu pourrais en dire un mot? Oui. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Est-ce que la personne qui a posé cette question pourrait peut-être juste la préciser pour aiguiller Aaron, et en attendant, je te pose la deuxième question. Ça marche? Alors, la deuxième question, donc déjà, on te remercie pour ta présentation. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu aurais des exemples d'hommes trans qui ont fait face aux mêmes questions de lien entre changement de voix et changement d'autorité perçue? Oui, du coup, je reviens à la séduction. Ah, ok. Je vais commencer par ça. Donc, la séduction, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, dans des contextes de séduction, il y a certaines pratiques vocales qui sont utilisées, comme par exemple l'abaissement de la fréquence fondamentale. On va parler avec une voix plus grave dans des contextes de séduction, et que ce soit des locuteurs masculins ou des locuteurs féminins, parce que aussi la voix grave, elle est associée à l'assurance, à la confiance en soi, et du coup, pour moi, c'est des qualités qu'on veut aussi mettre en avant dans des contextes de situation, des contextes de séduction. On ne va pas vouloir paraître pas sûr de soi, voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai remarquées. Après, il y a d'autres choses. Voilà, en tout cas, dans des contextes de situation, dans des contextes de séduction, je vais y arriver, les locuteurs vont systématiquement modifier leur voix pour séduire et pour aussi montrer qu'ils sont réceptifs aux pratiques de séduction de l'autre. Voilà. Et pour les hommes, par rapport à l'autorité, c'était ça la question par rapport à l'autorité oui. Souvent, tous les hommes trans avec qui la majorité, pas tous, prenaient de la testostérone, et du coup, en fait, la testostérone va produire un abaissement de la fréquence fondamentale automatique, parce que ça déclenche une sorte de mue. Les petits vocaux vont devenir plus massifs, et du coup, la voix va devenir plus grave. Et du coup, je pense que pour les hommes trans, vu comme j'ai expliqué tout à l'heure, la voix grave, elle est associée vraiment à l'autorité. C'est peut-être
moins un problème que pour les femmes trans à qui encore aujourd'hui certains orthophonistes disent qu'il faut parler avec une voix toute aiguë pour être perçue comme femme. Et la voix aiguë, voilà, elle est moins associée à l'autorité que la voix grave. Donc j'imagine que c'est plutôt un problème pour les femmes trans. Voilà. Ok. Super. Alors, on a pas mal d'autres questions. La question d'après, c'est qu'y a-t-il comme autre pratique vocale genrée en dehors de la modification de la fréquence, du timbre, etc. Je pense que c'est vraiment en train de changer. On disait toujours que la voix craquée, c'est quelque chose qui est vraiment principalement utilisé par les hommes. La voix craquée, c'est faire ça. Mais là, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les femmes utilisent la voix craquée de plus en plus. C'est le terme anglais, c'est vocal fry. Je ne sais pas si c'est que ça, c'est plus connu que le terme voix craquée. En tout cas, il y a eu énormément d'articles dans la presse sur cette mauvaise habitude que prendraient les femmes aujourd'hui d'utiliser ce vocal fry, que c'est abominable et tout ça. Voilà, mais en tout cas, c'est dans le temps, on disait que c'était plus réservé aux hommes, mais là, c'est en train de changer aussi. Mais après, aussi, la voix craquée, c'est aussi une manière pour que la voix soit perçue comme plus grave. Donc, c'est peut-être aussi voilà, qu'on bannir juste pour produire des voix plus graves, pour aussi peut-être produire certaines postures plus autoritaires voilà, ou en tout cas moins fragile, je ne sais pas, voilà, ce genre de choses. Merci. Alors, une autre question, on te remercie à nouveau pour ce travail très intéressant et on demande si ton corpus est disponible librement. Non, il l'est pas. Non, il l'est pas parce qu'en fait, j'avais pas. C'est beaucoup des entretiens avec des témoignages, ce genre de choses. J'ai choisi quelques extraits que je montre pendant des journées d'études dans des colloques, mais après, il y a souvent des choses assez intimes que je considère que ce n'est pas vraiment un corpus à mettre en partage, enfin, en tout cas, entièrement. Ok, super. Alors, vient après une question un petit peu plus longue. Je te la lis en entier et il y a 2 questions à l'intérieur de la question. Donc, tu me dis quand tu veux que je m'arrête si jamais tu veux les diviser. Ou n'hésite pas à me demander de répéter la question 1 ou la question 2. Donc, la première question, c'est vous dites que les communautés décident d'une différence au niveau de la voix plus ou moins importante entre hommes et femmes, que c'est donc un acte social. Par exemple, la différence importante chez les locuteurs allemands est minime chez les locuteurs du dialecte haut. Vient la première question. La question 1, c'est les différences de voix plus ou moins importantes entre hommes et femmes dans une langue tiennent-elles plus à un acte social, reproduction, ou à des éléments articulatoires inhérents à la langue? Est-ce que je m'arrête là ou je te donne la deuxième? Ouais, je vais répondre à cette partie-là, ou à la première question. Si c'est pour moi, en fait, la comparaison entre communautés permet de voir ce qui est de l'ordre du social, parce que si une des communautés fait quelque chose de complètement différent, alors que les communautés ne présentent pas des différences morphologiques extrêmement importantes, on peut supposer que c'est que du social. Après, oui, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas ou si on n'a pas répondu à vos questions, dans le fil de discussion, remettre une question, on va y arriver. On pose la question. Oui. La deuxième, donc toujours de la même personne, les différences anatomiques homme-femme à la naissance sont-elles les mêmes quelle que soit la langue? Mais question 2,
non, sont les mêmes quelle que soit la langue. Pardon, c'est moi qui n'avais pas compris. Désolée. Donc ça, c'est pas la question, mais c'est donc les différences anatomiques hommes-femmes à la naissance sont les mêmes quelle que soit la langue. Mais question 2, l'usage de certains phonèmes peuvent-ils modifier les caractéristiques anatomiques? Ça, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour répondre à ce genre de choses. J'imagine que oui, si j'imagine que oui, mais voilà, c'est pas des choses que j'ai étudiées. Comment les caractéristiques d'une langue vont modifier l'appareil phonatoire. J'imagine que oui. Mais a priori, en fait, l'étude que j'ai présentée tout à l'heure aussi, celle de Johnson, je me souviens plus, il avait aussi pris en compte des statistiques de mesures corporelles pour voir si l'effet de taille pouvait expliquer certaines différences. En fait, non, c'était pas du tout un facteur, un critère pertinent ou relevant, voilà, qui allait avoir une influence sur les différences entre communautés. Ok, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, et ensuite, je pense il nous reste un tout petit peu de temps, donc si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tous les cas, une dernière pour le fil à l'heure actuelle. Alors déjà, on te remercie à nouveau pour ta présentation et pour ce travail qui permettra certainement de bousculer un certain nombre d'idées reçues sur le genre. Vient la question. Vos études à l'heure actuelle auront-elles pu démêler ce qui serait de l'ordre du génétique ou du physiologique et ce qu'on peut considérer comme étant de l'ordre du choix? Et une petite note à la fin de cette intervention. Pardon si la question est plus philosophique que véritablement linguistique. Est-ce que mes travaux, à moi, permettent pas vraiment de dire qu'est-ce qui relève de l'anatomie et qu'est-ce qui relève de la pratique articulatoire, mais le fait de regarder comment des personnes trans changent de voix et comment ça utiliser des voix qui sont vraiment perçues comme celle du genre vers lequel les personnes ont transitionné. Parce que j'ai fait des tests de perception où, du coup, j'avais des personnes trans où la voix était vraiment perçue comme très typique de leur genre, du genre vers lequel ils ont transitionné. Du coup, ça permet de voir qu'on peut modifier la voix et que tout n'est pas anatomique, qu'il y a une grande partie qui est due à des performances, des pratiques vocales, des pratiques articulatoires, et voilà, que c'est pas tout anatomique en tout cas. Ça les études ont montré. Merci infiniment, Aaron, et merci pour la réponse à toutes ces questions qui abordaient plein d'aspects différents de ton intervention. Coraline, est-ce que tu veux clore la session ou tu préfères que je le fasse? Comme tu veux. Merci Alice. Allez. Ok, je clôt la session. Je remercie déjà beaucoup Aaron. Quelle intervention passionnante. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous aussi. On a été presque 50, je crois, à suivre Aaron aujourd'hui. Je vais présenter le prochain rendez-vous. Donc, on se retrouve le mercredi 7 avril, toujours à 9h, pour une session qu'on a intitulée « Discours de pouvoir, domination et territoire ». On va écouter Clémentine Rubio de l'Université de Tours, du laboratoire d'Inadiv, avec une intervention qui s'intitule « Être chercheuse à Jérusalem ». Pardon, être chercheuse à Jérusalem, c'est quoi ce terrain? Et elle va nous parler d'une enquête de terrain qu'elle a fait sur la diffusion du français en Palestine. Voilà. Tout un programme. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde
Et puis, je pense qu'on peut couper le live. Un grand merci aussi pour ce que j'allais dire, Pascal, pour l'équipe technique de l'Université de Rouen et de l'Université de Paris 3 qui nous accompagne sur la diffusion également, hein, sur la Web TV, gérer la session Zoom, etc. Un grand merci à vous. Voilà.